Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi soir. À vous la parole. Notre invité ce soir est l'une des figures les plus présentes, les plus marquantes, les plus impactantes de la scène politique au Cameroun ces 15 dernières années ou même les 20 dernières années. Il est désormais porteur d'une vision, celle des libérateurs. Il est un acteur majeur de la recherche de la mutualisation des forces de l'opposition en vue de la prochaine élection présidentielle. Il vient de présenter à l'opinion nationale et internationale un livre-programme, Le Miracle camerounais, croissance et expansion rapide post-renouveau, défis et méthodes. Olivier Billet présente également ses 150 mesures pour le miracle camerounais. Le livre a été présenté le 27 mai dernier. Il porte pratiquement toute la vision de l'homme pour le Cameroun de demain, le Cameroun post-renouveau. C'est clair qu'il est en train de tourner la page du renouveau actuellement au pouvoir. La présidentielle est programmée pour le mois d'octobre prochain. Vous l'avez compris et je l'ai dit, professeur Olivier Billet est notre invité ce soir, réalisateur pour ce qui est de la télévision, enseignant d'université et des techniques de communication et de journalisme. C'est tout en un qu'on reçoit justement ce soir. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Zé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci pour cette invitation qui a un peu tardé. Parfois, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, oui, tout à fait. Il vaut mieux ça, en effet. En tout cas, je me réjouis d'être chez vous. C'est un beau plateau. C'est, je crois, aussi une belle initiative médiatique. Pour moi qui suis un spécialiste de sociologie des médias, au plan académique, j'ai envie de vous féliciter. Parce que je vois bien que les acteurs politiques défilent sur ce plateau et il est quand même, je m'en suis toujours plaint. On ne peut pas être dans un pays qui prétend, qui a des prétentions démocratiques qui sont les nôtres et ne pas aménager ce type de cadre où précisément les acteurs peuvent être, je dirais, évalués. Aujourd'hui, je suis face à vous, mais on aurait pu envisager aussi un autre type de format où il y a un présentateur principal qui s'appelle Jean-Jacques Zé, mais qui est accompagné par d'autres acteurs pour questionner les acteurs en politique internationale, dans les questions économiques. Je crois que c'est la formule qui est en préparation, c'est la technique qui est en préparation, juste après l'officialisation des candidatures à l'élection présidentielle. Mais déjà ce soir, vous n'êtes pas seulement face aux présentateurs, vous êtes face aux Camerounais d'ici et d'ailleurs, à travers le code d'accès, et ils connaissent bien la formule de l'émission. Vos questions sont naturellement prioritaires pour poser à Olivier Billet. Ce soir, de la célébration de la Tabaski. Vous vivez à Yaoundé, professeur Olivier Billet, et la capitale politique du Cameroun, qui a été secouée hier par ce qu'on pourrait considérer comme une attaque de ce groupe qu'on appelle les microbes, on met cela entre guillemets, au marché Mokolo, Messa et même une partie de Ngwekele, parce qu'on a vu également une sorte de psychose de ce côté-là. Les microbes, ils viennent d'où? Comment mettre fin à ce phénomène? Écoutez, nous sommes là en présence d'un phénomène qui est lié tout simplement à la délinquance et à la criminalité urbaine. Chacun, en regardant un peu la télévision chaque soir, quand vous faites un peu le tour de nos chaînes, vous voyez bien que l'actualité est toujours émaillée par des faits de criminalité qui sont récurrents, que ce soit même dans nos villes et même dans les campagnes, véritablement. Et donc ça c'est aussi, si vous voulez, c'est les marqueurs d'une société malade, il faut bien le dire. La société camerounaise fait face à des tas et des tas de problèmes. Et lorsque vous avez une société qui est ainsi, je dirais, confrontée à autant de difficultés, et une société où la jeunesse même en particulier, parce que ce que vous appelez les microbes, c'est d'ailleurs une importation d'un concept, je crois, ivoirien, qu'on a vu se matérialiser du côté de Douala, et dont vous nous dites qu'il a commencé à se manifester également à Yaoundé. Il n'y a pas une autre explication à cela. Le phénomène est fondamentalement et structurellement lié au fait que nous avons au Cameroun une jeunesse qui est considérablement désœuvrée, qui est lourdement désœuvrée, qui devrait être dans des conditions normales et un peu dans le sens de ce que je dis dans ce livre. Cette jeunesse devrait être dans les usines,
Elle devrait être dans les grands chantiers à haute intensité de main-d'œuvre. Elle devrait être dans les grandes plantations. Elle devrait être dans les structures industrielles de toute nature qui ne demandent qu'à être, je dirais, réalisées et créées au Cameroun. Mais lorsque vous avez une grande partie de ces jeunesses qui est à ce point débranchée des circuits économiques et des circuits de production, on ne peut pas être surpris que, vous savez, la nature a horreur du vide. Là où le vide existe, nécessairement, ce genre de phénomène... Mais c'est quand même les moins de 17 ans pour la plupart de ces jeunes. On a vu ceux qui ont été rattrapés. Ils se retrouvent dans cette situation-là. Est-ce que l'offre éducative ne cadre pas avec leurs demandes? Est-ce que l'école ne leur ouvre pas les portes dans notre pays? Est-ce que le système éducatif aujourd'hui n'est pas un problème? Mais vous savez que dans le système éducatif des pays avancés, tout le monde ne va pas nécessairement à l'université. Il y a généralement ce qu'on appelle les structures d'emploi et de formation professionnelle, les structures de formation professionnelle, les circuits d'apprentissage qui sont extrêmement développés et qui recueillent souvent des jeunes de 15 ans, des jeunes de 16 ans, qui très rapidement se trouvent dans des situations où ils deviennent opérationnels dans des structures de production, dans l'artisanat, dans la petite industrie, etc., etc. Donc, il est évident que notre système éducatif, comme je le dis dans l'ouvrage, est quand même assez inadapté, ça c'est clair, dans la mesure où il est essentiellement orienté vers une perspective généraliste. Il faut le techniciser davantage. Il faut pouvoir fabriquer beaucoup d'apprentis. Il faut pouvoir générer beaucoup de jeunes qui ont des compétences pratiques dans des petits métiers. Voilà. Et ça, c'est... tous ces jeunes-là que vous situez dans l'univers des microbes, c'est des jeunes qui, normalement, devraient être dans ce type de... qu'on devrait orienter vers ce type de créneau-là. Donc, il me semble que... Olivier Billet, aujourd'hui, à la tête de l'État du Cameroun, va refonder ou reformer le système éducatif. Oui, oui, il y a très clairement, d'abord l'ouvrage que vous avez entre les mains, on n'y est peut-être pas encore, mais nous y sommes, on y est même déjà. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Vous avez, c'est un ouvrage. Parce que vous avez tout un chapitre sur les défis éducationnels, technicistes et professionnels. On voit bien que dans votre orientation, le côté généraliste est en train de prendre du recul. Il faut inverser le paradigme, Jean-Jacques Zé. Oui. Très clairement. Le paradigme, aujourd'hui, c'est globalement, je dirais, 85% de généralistes et 15% de technique, si vous voulez. Donc, il faut, à mon sens, inverser le paradigme et faire du 80% de professionnels et 20% de généralistes. Parce qu'on a toujours besoin aussi de gens qui pensent la société. Tout le monde ne peut pas devenir soudeur ou bien ajusteur. Donc, il faut une société... nous devons basculer nécessairement dans une société de production. Et pour devenir une société de production, une société industrielle, telle que je la rêve dans le... tel que j'en rêve dans mon miracle, dans le miracle qui est présenté aux Camerounais, eh bien, il y a, si vous voulez, un ensemble de facteurs qu'il faut nécessairement mettre en interaction. Parce que ce n'est pas de dire simplement que l'éducation seule, non. Si vous pensez seulement à mettre des moyens, à réaliser des actions dans le domaine du système éducatif, sans penser que le système éducatif lui-même s'imbrique dans un écosystème général, qui est un écosystème pays, où il faut s'occuper de ce que, que les industries fonctionnent bien, que les enfants puissent même aller en formation dans les usines pour voir comment les choses se passent concrètement. Il faut que ces jeunes qui sont bien formés, aujourd'hui on a même des IPES quand même, ça il faut saluer le fait qu'on ait beaucoup d'IPES au Cameroun, mais ça ne suffit pas de former les gens, il faut former les gens et leur donner... Qu'est-ce qui va les absorber? Voilà, c'est ça, exact. Il faut pouvoir leur donner la possibilité d'être absorbés professionnellement, d'où le cœur vraiment du programme que vous avez entre les mains, Jean-Jacques Zé, qui réside dans la question monétaire et économique. C'est précisément par le CAMER, monnaie souveraine camerounaise, que précisément, puisque vous savez que l'autre nom de la monnaie, c'est le crédit, que nous allons pouvoir mettre en mouvement notre jeunesse dans tous ces espaces-là,
Nous avons le Cameroun, c'est à peine 20% à peu près hein, de son espace qui est occupé et qui est mis à profit parce que c'est enfin, sur 100% de terres arables, vous avez à peine 20% qui est occupé. Et donc 80% de nos terres qui sont là en friche comme ça. Et quand on dit 20%, c'est souvent malheureusement peut-être pour l'essentiel, pour une petite agriculture vivrière. Vous voyez, qui ne permet pas de faire des choses à grande échelle. Juste l'agriculture subsistance. Subsistance, oui. Tenir, voilà. Donc, pour l'essentiel, c'est ça, en dehors évidemment quelques exploitations industrielles qu'on peut trouver du côté du... Alors, vous dites une ou deux choses à la fois. Il faut réformer l'éducation, aller vers l'enseignement technique, professionnel, trouver les voies d'absorption par un système économique renforcé par l'industrialisation. Mais vous avez entendu parler également du CAMER. Ça veut dire que vous êtes de ceux qui pensent que le franc CFA, c'est terminé si vous arrivez à la tête. Non, mais c'est-à-dire que aussitôt en situation, Jean-Jacques Zé, je n'attendrai pas, un an pour mettre en œuvre le CAMER. Vous êtes élu en octobre, avant un an, c'est fini le franc CFA, c'est ça? C'est-à-dire que aussitôt en situation. Pour moi, octobre, je veux dire, c'est pas le sujet. Directement ou pas? Moi, je dis que de toute manière, aussitôt, ça peut être demain. Oui, ça peut être demain. Parce que les gens pensent qu'ils maîtrisent tout le calendrier. Le calendrier, il appartient à Dieu. Et donc, je dis que le CAMER, monnaie souveraine camerounaise, est un outil absolument indispensable pour la mise en œuvre des politiques économiques et industrielles dont nous avons besoin pour faire bouger cette jeunesse-là. Vous ne pouvez pas faire bouger une jeunesse dans un pays avec le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie d'appauvrissement. Et donc, sur le plan programmatique, nous sommes extrêmement clairs là-dessus. Ceux qui ont déjà lu le livre ou qui sont appelés à le rechercher dans les librairies parce qu'il est déjà disponible, eh bien, vont se rendre compte que c'est un élément qui est au cœur de ma vision et de mon programme, véritablement. Alors, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui défilent ici disent que aller au retrait du Cameroun du franc CFA immédiatement est un leurre, est un risque, parce que le Cameroun n'a pas encore un socle économique considérable, mais qu'il faut peut-être mettre l'accent sur la production avant d'imaginer un retrait du franc CFA. Je suis content que vous abordiez cette question, Jean-Jacques Zé. Merci beaucoup. Vraiment, je salue d'abord, vous savez, la pertinence et la luminosité de l'intervieweur que vous êtes devenu au fil des années. Merci. Et moi, je regarde ça, j'observe ça depuis toujours. Hein, je vous observe, j'analyse votre carrière et je vois bien que vous êtes un des meilleurs intervieweurs de la place camerounaise. Merci beaucoup. Les acteurs, et là je le dis avec, je dirais, toute la gravité qu'il faut, qui convient, qui sied. Les acteurs politiques qui viendront ici, ou qui viennent déjà ici, avec ce type de discours, se sont déjà largement et totalement disqualifiés. En réalité, si quelqu'un vous dit que la production précède la monnaie, la production précède, c'est-à-dire vient avant la monnaie, il est juste totalement hors sujet. C'est-à-dire que je ne sais pas hein, quels sont ces acteurs politiques qui ont dit ça, mais je le leur dis clairement, moi je suis un disciple de Joseph Tundian Pouemi. Oui. Et moi je fais de la politique en m'appuyant sur les hommes de science. Oui, je suis également un homme de science. Et vous savez, si les États-Unis d'Amérique s'en sont sortis après la Grande Dépression de 1929, c'est précisément parce que Franklin Delano Roosevelt s'était appuyé sur les prescriptions scientifiques d'un certain John Maynard Keynes, économiste britannique, qui avait montré comment est-ce qu'on sort de la situation de sous-emploi et du grand marasme économique qui s'était déclenché en 1929 aux États-Unis d'Amérique et dans je dirais, le monde occidental d'une manière générale. Donc, Joseph Tundian Pouemi, mon maître à penser, premier professeur agrégé de sciences économiques du Cameroun, et même peut-être d'Afrique noire, dont les thèses n'ont jamais été contestées par aucun économiste camerounais, dit clairement que, contrairement à ce que mes amis la disent, la monnaie précède la production. C'est-à-dire que, vous avez bien vu que dans le chapitre qui concerne l'économie, vous avez la mille CAMER, mais vous voyez que la monnaie, elle est là avant l'industrie automobile, avant l'industrie du pétrole, avant
etc. Donc, parce que vous avez un chapitre qui dit qu'avec une monnaie libérée, c'est-à-dire que la monnaie précède ce que vous annoncez, qu'il faut créer le plein emploi. Donc d'abord la monnaie, avant le plein emploi. Mais vous ne pouvez pas, tant que si le pays n'est pas libéré, notamment au plan monétaire, il n'y a pas moyen de créer de la richesse. Dans les économies modernes, c'est par la monnaie que la richesse se crée. Pourquoi? C'est simple. Si vous voulez, je prends un exemple, vous voulez lancer, un Camerounais veut lancer une exploitation de poulet, il veut lancer un poulailler ou bien une porcherie demain. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un espace pour le faire. Il lui faut, s'il n'a pas d'espace, il peut louer un espace. Mais il lui faudra évidemment un ensemble d'éléments qui nécessitent que ce Camerounais-là dispose d'une enveloppe financière, qu'il dispose de la monnaie, de l'argent. De l'argent. Que pouvez-vous faire sans argent? Je crois que il y a effectivement beaucoup d'impostures malheureusement chez nous. Mais ce n'est pas surprenant, puisque effectivement les gens sont parfois allés en politique sans véritablement avoir ni l'appel politique, ni la compétence politique. Parce que moi, vous savez, moi je suis aussi de ces acteurs qui insistent sur le fait que l'acteur politique doit pouvoir décliner sa pensée par écrit. Parce que quelqu'un va venir dire quelque chose ici chez vous, et puis demain, quand on va le questionner, il va dire que non, je l'avais pas dit. Il n'avait pas dit. Il l'avait pas dit. Donc, encore une fois, et pour finir là-dessus, aussitôt en situation, la gâchette monétaire sera actionnée. Et le Cameroun est un pays qui dispose déjà d'un capital humain considérable. Nous savons comment gérer une monnaie au Cameroun. Nous avons des infrastructures immobilières qui sont là. Et je pense que techniquement, on peut vraiment, à l'échéance d'avant un an, mettre en œuvre le CAMER et permettre que précisément notre jeunesse, et les femmes du Cameroun qui sont très laborieuses et très dynamiques puissent bénéficier de crédits de manière abondante pour se lancer dans la production de produits agricoles, de produits industriels, de produits de toute nature. Je parle par exemple de la production aussi d'automobiles au Cameroun, les voitures. Mais Jean-Jacques Zé, comment comprendre que nos pays, un pays comme le Cameroun, que la voiture dans un pays au Cameroun coûte moins cher que dans un pays comme la France? C'est un paradoxe. Je vais dire plus cher, autant pour moi. Oui. Plus cher. C'est paradoxal. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des pays développés et aisés, où les ressources sont quand même plus importantes que chez nous, achètent les voitures moins chères que nous. Simplement parce que les droits de douane font que la voiture que vous faites venir, eh bien, vous coûte presque le double de ce que vous devez. C'est juste pas possible. Nous allons nous inspirer de l'Afrique du Sud. Vous savez qu'en Afrique du Sud, on n'importe pas de voitures, hein. On les monte sur place. Et il existe en Afrique déjà un certain nombre de pays qui se sont inspirés de ce modèle-là. Et les voitures coûteront moins cher pour les Camerounais. Voilà. Alors, pour sortir justement du franc CFA, d'autres estiment qu'une démarche solo du Cameroun ne peut pas prospérer. Est-ce que vous n'intégrez pas la donne communautaire pour aller à une monnaie qui serait plutôt communautaire et pas forcément camerounaise comme le CAMER? Non, là aussi, ce sont des gens c'est la paresse qui amène les gens à raisonner comme ça. C'est de la paresse. Vous savez, on est malheureusement très paresseux chez nous. On veut s'accrocher les uns aux autres. On se dit, non. Il faut observer le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'ici. Le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'ici. Regardons les exemples d'intégration monétaire à travers le monde entier. Mais, Jean-Jacques Zé, c'est une blague. Prenons l'intégration, par exemple, au sein de l'Union européenne, qui est peut-être l'un des exemples les plus aboutis à ce jour, puisque c'est une intégration qui est parvenue jusqu'à la monnaie unique qui s'appelle l'euro. Mais, écoutez, les pays européens, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Espagne, etc., c'est des pays qui d'abord individuellement disposaient, c'était des puissances moyennes qui avaient chacun leur monnaie. Franc CFA, lire italienne, Deutschmark, etc. Et sont des pays qui ont d'abord travaillé dans un premier temps à s'appuyer sur leur superstructure monétaire pour accéder à un certain niveau de conditions physiques et économiques avant maintenant de pouvoir se dire que, ok, nous sommes déjà suffisamment forts en termes de production de biens manufacturés dans tous les domaines. Parce que quand vous prenez un pays comme l'Allemagne, grand pays industriel, quand vous prenez tous ces pays que j'ai cités, ils produisent quasiment tout.
que dans tous les secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, ils sont forts dans tous ces domaines-là. Et donc, ce n'est que à travers un long processus d'intégration. Depuis 1952, avec la création de la CECA, la Communauté européenne pour le charbon et l'acier, qu'ils ont commencé en 1952, le processus vient aboutir en 1999 avec la création de l'euro, monnaie unique européenne. Mais vous voyez bien que, comment le dire, on ne dit pas qu'on se met d'abord ensemble pour... non, ces pays ont d'abord commencé individuellement seuls. Ils ont cheminé ensemble à travers un certain nombre d'étapes d'intégration qui les amènent finalement vers... Nous, on a fait l'inverse. La France nous a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait commencer avec la monnaie, une monnaie prétendument, on va dire, unique, mais ce n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. C'est une monnaie commune qui ne peut marcher que s'il y a s'il y a la tutelle même de la France dessus. C'est une monnaie coloniale et néocoloniale, en fait. Et donc, le problème fondamental, nous avons deux problèmes à résoudre. Nous avons l'exigence de solder le compte du colonialisme, d'abord, parce qu'aucun pays qui dépend de notre, notamment sur le plan monétaire, ne s'est jamais développé à travers le monde. Deuxièmement, nous avons besoin de nous appuyer sur cette superstructure monétaire et bancaire nouvelle pour précisément mettre nos populations au travail. Et donc, c'est des absurdités qu'on entend ici et là, simplement parce que les gens n'ont pas beaucoup de culture économique, malheureusement. Je suis obligé de le dire comme ça, parce que, à vrai dire, les gens ne lisent pas. Et même s'ils essayaient de lire, je ne suis pas sûr qu'ils comprendraient. Moi, je peux vous dire, par exemple, que l'ouvrage de Joseph Tundiang Poemi, que m'offre dans les années, on va dire, 1998, un certain Hubert Kamgang, que vous avez bien connu. Oui, de l'UP. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est un ouvrage que j'ai dû lire un certain nombre de fois pour comprendre la substance de ce que cet éminent Camerounais disait. Et donc, la monnaie vient avant la production. Il n'y a pas de production tant qu'il n'y a pas la monnaie pour accompagner le process. Lorsqu'on parcourt les 150 mesures pour le miracle camerounais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chapitres sur l'économie, sur la production, sur l'agriculture. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est un désert pour ce qui est de la pensée pour le développement économique. Ce qui est fait est forcément critiquable? Non, je ne dis pas que ce qui est fait est totalement critiquable. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont faites, notamment dans les cercles académiques, dans les milieux universitaires. Il y a une certaine production intellectuelle qui est faite, mais malheureusement, cette production... Les Camerounais veulent interroger le terrain. Est-ce que des choses qui sont enseignées, qui sont dans des ouvrages, on les voit sur le terrain? Si on prend un secteur qu'on connaît tous, l'agriculture, aujourd'hui, où plusieurs projets sont logés au ministère de l'Agriculture et autres, mais sur le terrain, on a l'impression qu'on est toujours resté à cette agriculture de subsistance qu'on évoquait tantôt. Précisément, Jean-Jacques Zé, et c'est là aussi je retrouve l'intervieweur perspicace et on va dire qui sait mettre le doigt là où ça fait mal. On ne produit pas l'expansion économique, et notamment dans les domaines secteurs tels que l'agriculture et dans d'autres secteurs, en s'appuyant sur des outils, je dirais, de financement par l'administration. Oui. Les projets, les programmes de l'administration, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Je veux dire, personne ne pense ça. C'est-à-dire que, au fond, le problème, c'est que les acteurs gouvernementaux au Cameroun sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'ils se sont liés les mains avec le système néocolonial autour du franc CFA. Et donc, comme ils ne sont pas capables de s'en défaire, ils sont donc obligés de créer des espèces de, vous voyez, de petits couloirs comme ça, petites opportunités, pour permettre à un certain nombre d'acteurs de pouvoir bénéficier de une certaine rente administrative, qui va permettre que quelques petits projets puissent être réalisés ici et là. Mais vous savez bien comment ça se termine toujours. Ça se termine par le clientélisme, d'abord. Parce qu'on ne va pas donner cet argent-là à quelqu'un qui véritablement peut faire quelque chose. Et puis, par ailleurs, il faut dire que ces ressources-là sont, je dirais, insignifiantes. C'est de l'argent gâché, en fait. On n'organise pas un système de production comme ça. Un système de production efficace doit être organisé sur une base libérale. Dans le cas d'une économie libérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, dans notre cas,
le CAMER qui se met en place. Nous allons avoir des banques privées et spécialisées qui vont être suscitées, ici et là. C'est un problème. Très important. Des banques privées et spécialisées. Je prends un exemple. Une localité qui vous êtes chère, qui est l'arrondissement de Doumentan. Oui. Dans la localité, eh bien, vous allez avoir des agences de banques privées là-dedans, qui vont donc avoir pour mission d'accompagner les agriculteurs, les producteurs de biens dans cette localité. Ça peut être pas seulement l'agriculture, hein, ça peut être l'élevage, ça peut être la pêche, ça peut être toutes sortes d'activités. Mais ces populations redoutent les banques. Parce qu'il faut des garanties, il faut ça. Je vous parle du nouveau système qui est le nôtre. Ce n'est pas le système néocolonial qui, dans lequel, si vous voulez, le robinet monétaire ou le robinet bancaire est serré. Oui. On vous parle de garanties. Non. Vous savez, dans les pays sérieux, les banques cherchent les gens qui ont des business plans. La banque cherche les gens capables de créer. Chez nous, on cherche ceux qui ont les titres fonciers. Voilà. La banque cherche les gens qui ont les titres fonciers. Ça, c'est une manière de faire qui est complètement paradoxale et qui est complètement différente de ce que vous allez trouver dans des pays comme les États-Unis d'Amérique, dans des pays comme l'Allemagne ou la Chine. On finance le business. On finance, on cherche. Moi, je vais vous dire, quand j'étais étudiant seulement, jeune étudiant arrivé à Valenciennes, dans les années 86, on avait, avec mes camarades, une bourse qui tombait dans un compte. Je me souviens, c'était le Crédit Lyonnais à l'époque. La régularité, le fait qu'on ait, si vous voulez, un revenu comme cela, a simplement fait en sorte que les banques de la place, la banque dans laquelle nous étions, eh bien, vous demande de vous envoyer régulièrement une lettre pour vous dire, mais vous ne voulez pas acheter une voiture, ça ne vous intéresserait pas d'acheter du matériel électroménager, etc. Vous ne voulez pas un crédit? La banque cherche les hommes pour le crédit. Nous voulons créer cet écosystème, Jean-Jacques Zé. Je vais créer cet écosystème au Cameroun, où en réalité, le système bancaire va être en situation de proximité par rapport aux producteurs dans les 370 communes du Cameroun. On en aura même un peu plus, il faudra créer un peu plus de communes que cela pour que le territoire soit mieux, mieux pris en charge. Et donc, dans un pays comme celui-ci, on aura, mettons, à peu près 400 communes. Chaque collectivité territoriale représentée par une commune aura son maillage, ses agences locales de banque qui vont accompagner les gens pour produire le mil, l'igname, le sorgho, le plantain, la patate, le blé même, pourquoi pas, on peut produire du blé au Cameroun, produire de la viande, du poisson, produire toutes ces denrées dont nous avons besoin non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique, et pourquoi même pas dans le monde entier, parce qu'on devra pouvoir s'établir aussi dans les logiques d'exportation, parce que comme vous le savez, la monnaie, pour qu'elle tienne bien, il faut que vous ayez une économie qui exporte beaucoup. Voilà. Donc pour que vous n'ayez pas... Exporter beaucoup veut dire produire beaucoup. Ça veut dire produire beaucoup. Absolument. Et pour produire beaucoup, il faut également la sollicitude du système bancaire. Et sollicitude du système bancaire, ça veut dire crédit à la production. Crédit à la production, ça veut dire accompagnement. Vous savez, à l'époque des API de l'Est, par exemple, les zones d'action prioritaire intégrées. Voilà. Oui. Mais vous savez parfaitement bien que les API soutenaient les paysans, leur donnaient des avances qui leur permettaient d'avoir des tôles pour construire des maisons. Enfin, je crois que ça... Quelqu'un s'amusait en disant qu'il y a un peu moins de maisons en tôle aujourd'hui que par le passé. Vous voyez? Parce que tout le monde pouvait avoir... Les API n'existent plus. Oui. Voilà. Donc, c'était des mécanismes de crédit qui prenaient une certaine forme. On ne leur donnait peut-être pas de l'argent comme ça, mais on leur donnait la possibilité d'accéder à des biens. C'était des crédits, très clairement. Et donc, vous avez bien fait d'observer qu'il y a une grande insistance sur la question de la production, les questions économiques, parce que c'est le nerf de la guerre. L'économie est au centre de toute chose. Pour avoir un aussi beau costume que celui que vous portez, il a fallu que vous mettiez de l'argent. On ne peut rien avoir sans argent. Et donc, moi, je veux un pays qui soit un pays pris en main, un pays qui soit pris en main par ses populations, mais surtout un pays dans lequel les enfants du Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest, seront véritablement au travail. Vous parlez très bien, et j'imagine les questions des téléspectateurs tout à l'heure, qui disent que oui, c'est très beau, mais il prendra l'argent où? Généralement, c'est la question qui revient. Oui, il prendra l'argent. Oui, il prendra l'argent où? Voici comment ça se passe, très concrètement. C'est très simple. Vraiment, j'invite vos téléspectateurs à acheter mon livre, parce qu'ils comprendront encore mieux. L'algorithme, la démarche, elle est simple. Parlons simplement.
j'accède aux commandes de l'État du Cameroun. Je mets en place, sans tarder, une nouvelle superstructure monétaire et bancaire, avec le Camer comme monnaie souveraine. Je suscite, parce que là, ce n'est pas l'État qui va les créer, mais c'est les Camerounais eux-mêmes. Je suscite donc la création d'un certain nombre de banques privées et spécialisées. J'encourage les Camerounais, des diasporas comme ceux de l'Interland, à créer des banques privées spécialisées comme elles existent en Corée du Sud. Moi, j'ai minutieusement étudié le système bancaire et monétaire de Corée du Sud, où j'ai réalisé que ils ont beaucoup de banques privées spécialisées en agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans les TIC, dans comment on va dire ça, dans l'économie urbaine. Il y a tout un réseau bancaire extrêmement dense qui accompagne les acteurs filière par filière. Alors, moi je suis dans la position du dirigeant suprême, bien sûr, mais j'ai un gouvernement avec un ministre de l'économie et des finances qui lui-même travaille en lien avec un gouverneur de la Banque centrale du Cameroun. Et cette Banque centrale du Cameroun, qui sera évidemment l'institution qui travaillera en lien avec les banques commerciales, donc privées spécialisées, qui elles sont habilitées à donner du crédit aux porteurs de projets. Eh bien, c'est par ce mécanisme précisément que l'argent va venir. La richesse va venir de ce que les Camerounais vont être financés dans leurs projets. Et comme ces projets vont être des projets qui vont générer énormément de ressources, de revenus, de richesses, dans tous les secteurs, je l'ai dit, eh bien, c'est cette richesse créée par les Camerounais eux-mêmes, agriculture, élevage, pêche, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, c'est cette densification absolument exponentielle des activités. Oui. Un peu à l'exemple de ce qu'on voit en Chine, de ce qu'on voit en Corée du Sud, qu'on voit au Brésil, en Allemagne. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. C'est juste que il faut simplement utiliser la science et la mettre en mouvement pour le bien des Camerounais. Et ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont créer cette richesse. Et en créant cette richesse-là, eh bien, l'État, puisque désormais, c'est des gens qui vont sortir du système informel, tous les producteurs là sont dans le secteur formel. Ils vont donc payer des impôts. Voyez-vous? Et les impôts qui seront donc payés par tous les producteurs camerounais, désormais, qui vont se compter désormais par, je sais pas, centaines de milliers, eh bien, ces ressources-là sont donc précisément les ressources qui vont permettre à l'État de pouvoir disposer d'un budget conséquent, d'un budget de très grande ampleur, qui va permettre à l'État de pouvoir accomplir ses devoirs régaliens. Les devoirs régaliens de l'État, c'est quoi? C'est de nous sortir d'une situation où on n'a pas de route, où on n'a pas d'hôpitaux, où on n'a pas les infrastructures les plus élémentaires, etc. Donc, l'État, le nouveau gouvernement en vigueur sera donc un gouvernement extrêmement doté financièrement pour que les infrastructures et tout ce dont le pays a besoin pour pouvoir fonctionner correctement, que tout cela soit accompli et réalisé dans cette approche, exactement comme je dis dans le livre. Dans cette approche, on lit moins la place de la dette. Et ça dit que votre approche amènera le Cameroun à s'endetter moins. On a quand même 13 000 milliards au moins de dettes à payer. Oui, mais ça c'est une... Là aussi on voit bien que vous préoccupez des sujets à caractère économique, ça aussi c'est... Non mais je le dis vraiment parce que parfois, vous savez, on est sur enfin, je vais être un peu dur avec mes amis du monde des médias, parce que souvent vous êtes sur un plateau et puis vous ne sentez pas que les acteurs en face travaillent. Il faut travailler ces sujets. Oui, c'est pour cela qu'on a l'habitude d'entendre les gens dire qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme. Peut-être parce qu'on ne leur pose pas des questions sur leur projet. Oui. Et donc, oui, vous avez parfaitement raison. La dette est précisément la conséquence de ce que notre pays lui-même, je veux dire, le pays ne produit pas. Le pays n'a pas de ressources. On s'endette quand? Le gouvernement s'endette lorsqu'il veut réaliser un barrage, il veut réaliser une route, etc. Mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas l'argent là. C'est-à-dire l'économie ne génère pas l'argent, les impôts ne permettent pas qu'il puisse disposer d'une cagnotte permettant de réaliser un certain nombre de projets dignes de ce nom. Et donc, on s'en va chercher cet argent dans la dette. Et comme vous le savez, un pays comme le nôtre, justement en plus, bénéficie d'un système de dette qui est de mauvaise qualité, parce que nous empruntons à des taux très élevés, puisque les taux sont généralement liés au niveau de gouvernance qu'il y a dans les États. Donc,
dans la dynamique que je prescris à travers, que je propose à travers le miracle camerounais, il est absolument clair que vous savez, Jean-Jacques, j'ai envie de vous parler du Japon, que j'ai visité il y a, on va dire, 25 ans. Les infrastructures au Japon, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, je ne vais pas les citer, mais c'est un pays qui est... Mais parlant du Japon, le Japon est justement un des pays qu'on va qualifier comme étant l'un des plus endettés du monde. Mais vous savez d'où vient la dette japonaise? Le gouvernement japonais ne s'emprunte pas sur les marchés financiers internationaux et extérieurs. Le gouvernement japonais est essentiellement connecté à l'épargne. C'est la dette, c'est des ressources qui sont liées à l'épargne des Japonais eux-mêmes. Donc, ce n'est pas l'argent de dehors, c'est l'argent de la maison de dedans. Et ça, c'est extrêmement important pour la santé du yen, monnaie japonaise, qui se porte très bien, précisément parce que la dette japonaise, qui se compte sur à peu près, je crois qu'ils ont parlé de 150 à 160% du PIB, c'est une dette qui est propre, parce que c'est l'argent même des Japonais à l'intérieur du pays. Donc, dans notre cas, ça sera ça. Parce que la réalisation des infrastructures dans un pays, comme le dit Joseph Tundian Pouemi, on ne réalise pas les infrastructures dans un pays par l'endettement. C'est très mauvais. C'est un peu comme si vous injectiez je ne sais pas quel médicament à quelqu'un qui est totalement inapproprié. Joseph Tundian Pouemi dit clairement que la réalisation des paramètres lourds de l'économie, c'est-à-dire les infrastructures lourdes, doivent être réalisées sur la base de l'épargne locale, l'épargne des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez maintenant, la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que nous devons amener nos concitoyens à produire de manière exponentielle. Et c'est cette production exponentielle qui va faire que, une partie, quand quelqu'un gagne, prenons un exemple, 200 000 francs, il ne va pas manger tous les 200 000 francs. D'ailleurs, dans le gouvernement qui sera le mien, je vais instaurer ce que nous allons appeler des espèces de systèmes d'épargne. En France, ils appellent ça le livret A, livret B, livret C, etc. Donc, ça va être une sorte de livret comme ça, qui fait qu'un jeune qui entre dans le marché du travail est immédiatement encouragé, orienté vers ce système d'épargne où, s'il gagne 200 000 francs, il prend 20 000 francs, il prend 30 000 francs, il le met dans le... Ça fait qu'au bout de 10 ans, c'est des placements à long terme. Et c'est sur ces placements de long terme, véritablement, que les États sérieux surfent pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle les infrastructures lourdes. Voilà. On ne réalise pas les grands stades, comme Olembe, comme Japoma, etc., en s'endettant partout à travers le monde. Ça, c'est vraiment une très très mauvaise dette qui se révèle vraiment très très nocive pour les générations futures. D'accord, on a franchi, il y a ça quelques minutes maintenant, la première demi-heure de notre entretien. On pose un peu le miracle camerounais de côté pour aller découvrir les quelques messages et questions des Camerounais. Vous verrez que pour la plupart, c'est des questions politiques. Il y en a même qui préfèrent que vous parliez de l'actualité politique liée à quelques leaders politiques. Mais il faut... Moi, je préfère parler des choses qui concernent les Camerounais. Dans le choix de nos programmes, justement, on voudrait mettre en valeur ce que proposent les Camerounais qui aspirent à gouverner ce pays. Mais en un ou deux mots, certaines de ces questions finalement vont être incontournables. Bonsoir M. Jean Exé, s'agissant de l'invitation de votre invité de ce soir à la personne du professeur Olivier Billet. Eh bien, je lui dis courage et que l'ATP résiste contre toutes sortes d'attaques. Franck de Mvok-Betty, qui semble indiquer que l'ATP est menacée. L'Alliance pour une transition pacifique, on entend beaucoup parler. On nous avait annoncé des élections digitales, primaires digitales. On ne sait plus. Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est abandonné, le projet de l'ATP? D'abord, ce que je voulais vous dire, moi, c'est que ce qui me passionne, moi, c'est vraiment la transformation de la vie du petit Camerounais. Ouais. Moi, vous savez, les sujets de petite politique politicienne ne m'intéressent pas beaucoup. C'est pour ça que vous me verrez toujours extrêmement passionné quand il faut parler d'économie, quand il faut parler de transformation structurelle, sociale, culturelle du Cameroun. Ça, c'est mes sujets, ça. Voyez-vous, on n'a même pas parlé de l'aspect humain. J'espère qu'on reviendra sur l'homme. On reviendra sur l'homme. En tout cas, sur les questions même que vous allez mettre sur la table, je suis sûr qu'on aura l'opportunité de parler de l'homme, parce que ça me paraît absolument essentiel. Voilà. Non, je réponds simplement à votre question en disant que, écoutez, vous connaissez le projet de l'ATP depuis le début. Moi, j'ai pris l'initiative de lancer cette affaire.
en rassemblant à un moment donné près d'une vingtaine de leaders politiques camerounais. Chacun a pu constater les comportements des uns et des autres. Cela participe tout simplement aussi de ce que j'appelle la psychoculture politique camerounaise, qui fait que les gens sont davantage intéressés par le mapartisme de Hubert Monandiana, les petits égos. Voilà, chacun veut être le petit président de demain, qui ne sera jamais d'ailleurs, parce que quand vous voyez l'environnement tel qu'il se présente devant nous, il n'y a strictement aucune chance que, avec ces logiques d'égoïsme et d'individualisme, que les choses puissent démarrer. Moi, pour ma part, vraiment, je vous assure que j'ai ma conscience tranquille au Cameroun. Je considère que en janvier 2024, j'avais initié quelque chose qui était salutaire pour l'opposition camerounaise. Mais à l'évidence, je les ai tous contactés, tous. Il n'y a pas un seul que je n'ai pas touché. Tous les acteurs les plus significatifs de la scène, là, que vous voyez dans l'agitation à gauche, à droite, eh bien, les uns et les autres ont développé des attitudes qui sont révélatrices de ce que j'appelle le mal de l'homme camerounais. Le mal de l'homme camerounais, c'est que fondamentalement et je dirais intrinsèquement, ontologiquement, il est essentiellement, je dirais, très centré sur lui-même, très égoïste. Moi, j'avais eu l'occasion de dire que dans cette dynamique-là, de l'ATP, le meilleur qui passerait après des primaires ouvertes et digitales, si ce n'est pas moi, je le soutiendrai totalement, parce que moi, je ne considère pas une candidature à la présidentielle comme étant, surtout dans le contexte camerounais, comme étant une panacée. Moi, j'ai été candidat déjà en 2011. Je sais ce que c'est que l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, je dis simplement que le projet de l'ATP demeure, parce qu'il y a encore un certain nombre de camarades qui sont restés fidèles à ce projet, mais je dois reconnaître que il a quand même pris beaucoup de plomb dans l'aile, incontestablement, et que l'espérance initiale qu'on avait et les projections que moi-même j'avais pour le pays, peu estompé. Voilà, ça il faut bien le reconnaître. Mais vous restez fidèle à cette vision de mutualisation de l'opposition. Ah non mais écoutez, ce n'est pas contournable, vous êtes ensemble. Non, je reste fidèle à l'ATP. Oui. Je reste fidèle à l'ATP, mais j'ai envie de vous dire simplement que, et vous avez bien vu que désormais on vous parle de diverses plateformes, ici et là. Mais Jean-Jacques Zé, on ne peut pas. Je veux dire, si 92 avait un peu marché, c'est précisément parce qu'il y avait quand même une grosse machine au sein de l'Union pour le changement, et que même s'il y avait eu des candidatures individuelles, comme celle de Jean-Jacques Ekinji, je crois, de Ndam Joya, etc., bon, il me semble qu'il y avait quand même une grosse majorité d'acteurs qui étaient quand même dans l'Union pour le changement. Mais dans le cas d'espèce, la fragmentation est plus... Enfin, dans le cas actuel, on constate une fragmentation encore plus forte, avec des acteurs qui eux-mêmes ne savent même plus où ils vont. Il y a une confusion totale dans notre landerneau politique. Et donc moi j'ai simplement envie de dire à chacun, j'avais essayé de vous prévenir, mes chers amis. Je vous avais demandé de venir pour qu'ensemble on se retrouve afin de réenchanter les Camerounais. Mais chacun a fait comme il a voulu, et puis les Camerounais... Enfin, on verra ce que l'avenir nous dira au final. Mais dans tous les cas, je dis simplement que, voyez-vous, nous avons un gros problème, Jean-Jacques Zé, avec la classe politique camerounaise. Et ce gros problème m'amène à dire quelque chose d'extrêmement grave sur votre plateau ce soir. Allez-y. Il me paraît absolument indispensable, nécessaire, que la classe politique camerounaise soit renouvelée à 98%. Ça, il faut absolument que l'homme qui a des prétentions politiques au Cameroun soit complètement renouvelé et qu'on puisse trouver, mobiliser un nouveau type d'acteurs, parce que les Camerounais ont soif de quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Mais ils ne pourront arriver à presque rien s'ils continuent à compter sur cette classe politique, l'opposition telle qu'elle est. D'accord, à l'opposition qui souhaite justement se mettre ensemble pour aller à cette élection. Des questions qui concernent certains candidats. On vous demande par exemple quelles sont les possibilités qui restent à Maurice Kamto pour être candidat. Je voudrais rapidement répondre que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être candidat au Cameroun et ce qu'il faut, celui qui peut être qualifié ou pas, tout le monde le sait. Vraiment, c'est des débats qui ne font plus finalement avancer. Exactement. Alors, on a une autre préoccupation. Mais l'actualité politique, c'est aussi
ça dans les messages. On veut votre regard sur le meeting de Paris, mais j'ai insisté sur les inscriptions, sur les listes électorales, notamment du côté de la diaspora. Et les camps viennent de rendre public certains chiffres. Les derniers, on indique que depuis janvier, il y a 237 000 nouveaux inscrits sur l'ensemble et qu'il y a 1400 quelque chose du côté de la diaspora. Pourquoi est-ce que il n'y a pas ce boom au niveau des inscriptions? Est-ce parce que l'opposition ne parvient pas à convaincre? Ben, écoutez, je crois que fondamentalement, et en toute sincérité, Jean-Jacques Zé, vous savez, nous, lorsque nous lancions l'initiative de l'ATP avec mes camarades, hein, Célestin Diamène, Florian Diana et tous les autres au début du mois de l'année 2024, il y a eu à ce moment-là quelque chose qui s'est passé dans le pays. Il y a eu un réel frémissement dans l'enrôlement des Camerounais au niveau de l'ECAM. Oui, parce que les Camerounais ont vu qu'enfin, il y avait quelque chose qui était de nature à favoriser ce que vous avez appelé tout à l'heure la mutualisation des capacités. Oui, oui, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut encourager quelqu'un au Cameroun. C'est la mutualisation des capacités. Ok, ces gens-là ont enfin entendu le message du peuple, ils essayent de se mettre ensemble. Ça a créé, vous avez vu, en 2024, il y a eu un véritable engouement. Je dois reconnaître que, chemin faisant, les Camerounais constatent aussi que finalement, les égos, les individualismes, oui, les bipartismes de l'élite politique de l'opposition, le messianisme. Voilà, le messianisme est revenu en force, oui, et que finalement, ouais, on va encore faire comment? Est-ce que l'histoire là peut encore donner comme on espérait? Il me semble que il y a lieu, avec des attitudes, ces attitudes-là, de créer, si vous voulez, une sorte de désenchantement. Et moi, je ne suis pas surpris que cette dynamique-là soit en situation de ralentissement. Ce n'est pas avec le chiffre que vous nous donnez là que véritablement quoi que ce soit puisse être fait. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que lorsqu'on connaît l'écosystème politique et démocratique camerounais, ce n'est pas, même si on arrivait à enregistrer même 1 à 2 millions de nouveaux électeurs, je ne suis pas sûr que c'est ça qui permettrait véritablement d'inverser la tendance. Je ne pense pas. Parce qu'il faut quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Il faut quoi? C'est-à-dire que, de mon point de vue, Jean-Jacques Zé, le Cameroun je veux dire, la démarche, elle est simple. C'est promouvoir d'abord la transition et ensuite le miracle. C'est-à-dire l'expansion économique, etc. Tant qu'on n'aura pas fait réaliser la transition au Cameroun, et ça je le dis, quel que soit le nombre d'années que ce pouvoir mettrait encore là où il est, aussi longtemps que la transition n'aura pas été réalisée, et une transition que moi je souhaite, encore une fois, et je le dis... Parce que c'est un débat sur la notion de transition. Pourquoi est-ce que vous parlez de transition alors qu'il y a un gouvernement qui est en place, il y a un régime qui est en place, il y a une élection qui arrive? Pourquoi parler de transition qui généralement est évoquée dans des renversements des régimes? Pourquoi non, mais pacifique, transition pacifique. Oui. Jean-Jacques Zé, c'est une transition pacifique. C'est pas une transition militaire, mais bon, la transition, elle pourrait être tout ce qu'on veut. Hein. Voici, vous savez, moi j'ai tout dit dans ce livre. Vraiment que les Camerounais l'achètent. Dans ce livre, tout est dit. Je dis, le livre commence avec un épigraphe, c'est-à-dire un texte d'entrée qui dit ceci. C'est un passage de Matthieu 6,33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste. Le mot qui m'a plu dans ce verset, c'est justice. Justice. La transition, c'est la justice, Jean-Jacques Zé. C'est la justice. C'est-à-dire que il n'est pas possible pour un pays comme le Cameroun d'aller où que ce soit tant que les dynamiques de justice, tant que les lois, tant que les règlements qui consacrent la justice dans un État, tant que tout cela ne sera pas mis en œuvre. Donc, moi j'estime donc que, et quand je dis qu'il n'y a pas de justice, la justice n'est pas là. Dans les questions de loi électorale, il n'y a pas la justice. Dans nos institutions, il n'y a pas la justice. Le système démocratique, il n'y a pas la justice. De manière encore plus concrète, pour ceux-là qui souvent ne comprennent pas, je leur dis parfois qu'au fond, allez regarder un peu comment est-ce que la démocratie se passe en Grande-Bretagne.
des pays berceaux, n'est-ce pas, de la démocratie moderne. L'administration en Grande-Bretagne, c'est-à-dire le bonhomme qui fait partie de l'administration, il signe une lettre d'engagement, il signe une lettre comment on va dire ça, une lettre dans laquelle, à travers laquelle, il s'engage à être neutre. C'est un engagement de neutralité et un engagement d'impartialité par rapport au système politique. Donc, regardez le Cameroun, ça existe où? Tous les grands de l'administration sont au parti qui détient la cambuse, le RDPC. C'est pour ça que tous d'ailleurs courent derrière ce parti. Parce que tout le monde veut vivre. Moi, je les comprends même quelque part. Mes collègues, même à l'université, je les vois là. Tout le monde est complètement à la fois dans la peur, dans la famine, dans la politique du ventre, pour parler comme Jean-François Bayard. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas, je dirais, démantelé cet élément de mécanique que j'appelle un élément de mécanique du système du parti-État. C'est pour ça que je parle de parti-État. C'est le parti-État de facto qui est connecté à l'administration et à toutes les forces vives du pays. Les hommes d'affaires sont connectés, les chefs traditionnels sont connectés, les fonctionnaires sont connectés, tous les gens qui veulent manger et vivre, ils sont connectés. Et donc, toutes les forces vives du pays, ils sont connectés. Il n'y a pas de justice dans un univers comme celui-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut donc démanteler cette mécanique et faire en sorte que, comme dans les pays sérieux, ailleurs, on puisse vivre, je dirais, un environnement d'équilibre des acteurs. D'où la notion de la transition. D'où la notion de la transition. La justice. Et parlant de justice, justement, vous allez plus loin. Parce que vous intégrez également, vous appelez à la justice, même au niveau de la fiscalité. Ah oui, on l'a vu dans le... Oui. Je suis un homme de justice. Juste. Parce que vous pensez que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas juste du tout. C'est quoi? Il y a trop d'impôts, il y en a qui payent et qui ne devraient pas, ou il y en a qui payent moins que ce qu'ils devraient payer, c'est ça? C'est-à-dire que, comme vous le dites... Hein, parce que la fiscalité... Oui, sur la fiscalité, la justice, elle est évidemment, comme vous le dites là, mais moi, je dis également qu'au fond, voyez-vous, nous sommes dans des univers où, voyez-vous, le fait d'être en allégeance, en prosternation vis-à-vis du parti-État, vous donne droit à je dirais, des exonérations fiscales, des exonérations douanières, comme c'est pas concevable, quoi, je veux dire. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous les hommes d'affaires se sentent obligés de prendre la photo du président et de l'accrocher au mur. Ils se sentent obligés, comment on va dire ça, d'être en connexion, d'avoir leur carte du parti et de soutenir le parti. Oui, en fait, nous sommes encore dans un système d'État néocolonial en réalité. Et je peux comprendre ces gens-là. Ils veulent vivre. Mais la rupture... Mais il faut que... Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut amener la rupture, qui pourrait libérer les Camerounais de ce système? Vous savez qui peut le faire? Est-ce que ça pourrait... Oui, qui peut le faire? Je vais vous dire, Jean-Jacques Zé. Oui. Le seul qui peut faire ça, c'est pas un homme. Du tout. Et ça rejoint un peu... Vous nous l'envoyez au fascisme à Dieu. Non, ça rejoint toutes nos prétentions, là, de nous les politiques. Ça fait 35 ans quand même qu'au Cameroun, nous sommes enlisés dans un même système. Mais pourquoi est-ce que, depuis 35 ans, on n'a pas réussi à décoincer cette affaire? L'homme n'arrivera jamais à décoincer cette affaire. Seul Dieu peut le faire. Et seul Dieu le fera. Mais comment est-ce qu'il agira? Je le dis avec... comment est-ce qu'il agira? Avec gravité. Il doit agir à travers des hommes, non? Comment est-ce qu'il agira, Dieu? Mais, je vais vous dire, vous vous souvenez encore de la lettre des évêques il y a quelque temps? Oui. Nous sommes dans l'actualité, là, hein? Absolument. Bien. Vous aimez beaucoup l'actualité. Vous nous amenez d'ailleurs beaucoup là-dedans, c'est bien. Les évêques, je dirais, en tête quasiment de leurs lettres pastorales, ont fixé un verset qui pour moi est un verset essentiel. C'est un verset absolument fondamental qui dit si l'Éternel ne bâtit, la maison, celui qui l'a bâti en vain. En vain, oui. Voilà. Oui, nous devons arriver à comprendre aujourd'hui que cette affaire qui nous dépasse depuis, elle nous dépasse précisément parce qu'il n'y a pas l'Éternel. Il n'y a pas le carburant de l'Éternel, il n'y a pas j'ai envie de dire, le fuel, l'élément de boost de l'Éternel, précisément chez les acteurs. Et donc, ma conviction est donc celle-là que, voilà, la transition d'abord, qui me paraît absolument indispensable et qui se fera, Jean-Jacques Zé, c'est une obligation pour le Cameroun,
Elle se fera d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, quand je parle comme ça, je parle à... Vous ne pouvez pas dire d'une manière ou d'une autre. En même temps, vous soulignez qu'il s'agira d'une transition pacifique. D'une manière ou d'une autre, on peut imaginer une autre forme de transition. Entendons-nous bien. Vous avez évoqué le côté pacifique. Écoutez, soyons sérieux. Oui. Je ne suis pas Dieu. Vous le savez, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui souhaite que cette transition-là soit pacifique. Mais qu'est-ce que c'est que mes souhaits face à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu peut être celle d'accomplir la transition d'une manière. Oui. À partir de ce moment-là, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'accomplira. Maintenant, sur le comment, ne me posez pas la question. Donc, je veux redire encore aux Camerounais ici l'importance qu'il y a à recommander notre pays pour simplement, je dirais, accélérer le process, parce que le process est déjà en marche. Le Cameroun, vous avez vu que dans mon, comment on va dire, ma 4e de couverture, je dis très simplement ceci, que sans la moindre hésitation, le miracle camerounais n'est pas seulement possible, il est en marche. Il est déjà en marche. Il est en marche. Donc, croyez-moi, c'est ça le chemin, c'est ça l'algorithme, et il se réalisera. D'accord. Dans quelques secondes, on reçoit Nadège Yugen, qui a relevé quelques questions vous concernant. Elle a écouté les uns les autres, elle a lu sur les réseaux sociaux et est venue avec beaucoup de questions qu'on considère un peu comme décalées, mais il faudra avoir l'obligation, entre guillemets, de répondre. Merci infiniment pour tout, Monsieur Jean-Jacques Zé, de nous avoir fait venir un grand homme politique comme le professeur président Olivier Bilé, qui a une grande vision pour le développement du Cameroun, droit devant pour l'opérationnalisation du CAMER. Bonne émission, Cristiano de la Sanaga de Niom 2. Merci. Qui envoie ce message-là. On va prendre une petite transition et on installe Nadège juste derrière. Retour donc sur ce plateau. Très rapidement, un message avant d'accueillir Nadège comme cela se doit. Bonsoir Jean-Jacques et à votre invité, juste pour savoir ce qu'il compte faire, ce que compte faire le professeur Olivier Bilé pour améliorer les conditions de vie des hommes en tenue, parce que nous mourrons à petit feu. Certainement, c'est un homme en tenue qui envoie ce message-là. Okay. Il dit que nous mourons à petit feu. Je peux dire un mot là-dessus? Oui, allez-y pour ça. Je connais de manière particulière la condition des hommes en tenue, des hommes en armes, comme on les appelle. Et je sais à quel point, dans ce corps de métier, absolument stratégique et capital pour notre pays, je sais à quel point est-ce qu'il y a des injustices dans ce monde. Parce que le problème dans notre armée, c'est tout simplement les injustices. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le centre de mon message, de mon projet, de ma vision, c'est la restauration de la justice dans tous les secteurs de la société. Et donc, dans le secteur de... Il y a tout un chapitre qui concerne la question de la stratégie de la défense. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. J'invite ce frère à acquérir le bouquin. Mais pour la condition même du militaire, je vais simplement restaurer la justice pour que, dans ce monde-là, que les acteurs soient traités d'une manière qui soit parfaitement équitable. Voilà. D'accord. Nadège, bonsoir.
Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue. Merci. Et toutes mes félicitations encore pour la promotion Merci. Qui a été bien arrosée hier. Je crois qu'il y a des prolongations peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Nous accueillons le professeur Olivier Billet. Bonsoir professeur et Bonsoir. bienvenue chez vous une fois de plus. Bonsoir à vous, Nadège Huguin. Comment vous allez? Écoutez, Dieu veille. Dieu veille. Alors, dans cette partie, vous allez vous prêter aux questions proposées par les internautes. Très bien, je suis tout à fait disponible. D'accord. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. D'accord. Professeur, vous êtes de l'Est. Oui. Mais on ne vous entend pas très souvent prendre des positions pour défendre les intérêts de cette partie du pays qui a d'ailleurs besoin de vous. Pourquoi? Ça, c'est une question de Jean-Jacques Zay. Non, ce sont des internautes. Ce sont des internautes, professeur. Écoutez, non, je suis un fils de l'Est, hein, né à Doumé, mais il faut également dire que j'ai pour l'essentiel grandi en Gaoundéré, dans la région de la Damawa. Oui. Et que je suis marié dans l'Ouest Cameroun. Voilà. Et que je suis quelqu'un qui vit à Yaoundé, dans le centre. Et que je suis quelqu'un qui porte un nom qu'on retrouve dans au moins, je dirais, 6 régions du Cameroun. Donc je me considère comme une sorte de condensé, une sorte de, je dirais, de synthèse du Cameroun. Et je me suis jamais considéré comme un leader régional. Ça, c'est une étiquette vraiment, vous ne me trouverez jamais là-dedans. En aucune manière. Je suis par ailleurs un citoyen du monde pour avoir été dans toutes les parties de la planète. Et je considère simplement que nous avons besoin d'une république au sens total du terme. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de... Vous savez, on vient tous de quelque part, hein, très clairement. J'ai mes frères, mes sœurs, ils sont là. Mais dans le fond, je crois que dans la période qui est la nôtre, nous avons besoin de nous préoccuper d'abord du Cameroun. Et je crois que le Cameroun a besoin d'un visionnaire qui soit capable de créer un écosystème qui fasse en sorte qu'on ne sente pas de différence dans le traitement, même des acteurs gouvernementaux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'analystes nous disent que bon, l'essentiel du pouvoir est dans le pays organisateur. D'accord. Mais dans mon système à moi, ce sera véritablement quelque chose où on retrouvera tous les enfants du pays. Professeur, vous avez parlé de vos frères et sœurs. Oui. Et justement, vous avez une sœur qui est présidente d'une section au FRDPC de Villemendouga. Oui, oui. Et ça dit que vous ne parvenez pas à convaincre au sein de votre famille. Oui, ma petite sœur Sylvie Estelle Billet est effectivement militante, présidente de section. Hein. Oui, oui, absolument. Écoutez, vous savez, moi je vais vous faire une révélation. Allez-y. Ma petite sœur qui a fait une école qu'on appelle l'ENAM, oui, eh bien, est dans l'administration du Cameroun. Et elle a le désir de carrière, le désir de progresser dans sa carrière et d'avancer. Et moi, je sais très bien que dans le pays tel qu'il est aujourd'hui, pour progresser administrativement, il faut faire allégeance. Il faut être dans la prosternation. Bon, un acteur comme moi qui mais vous ne l'avez pas fait. Mais moi, j'aurais pu le faire. Moi, j'aurais pu le faire. Oui. Mais moi, j'ai refusé de le faire parce que je suis porteur d'une semence, je vais dire d'une... comment on appelle ça j'ai un appel. J'ai un appel qui remonte au secondaire, en fait. C'est depuis le secondaire que je suis appelé à travailler pour le Cameroun. Et cet appel ne m'a jamais quitté. Et donc, et cet appel, si vous voulez, il m'a fait cheminer comme ça pour m'amener à comprendre que je ne pouvais pas réaliser ma vision dans le cadre de ce parti-là. Quand je suis rentré de France, j'ai bien vu que ce n'est pas là-bas que je pouvais le faire. Mais j'ai clairement dit à ma soeur cadette que, écoute, hein, moi, je ne peux pas... D'abord, tu n'as jamais pris la carte de mon parti. Et puis, de toute façon, dans ton univers, là, tu as sans doute besoin de, je dirais, de militer là-bas. Et puis, de toute façon, si c'est une formation politique qui te dit... Enfin, qui t'interpelle quelque part, mais vas-y, moi, j'ai pas de problème. Chacun dans la vie est libre de ses choix. Comprenez? Mais je peux vous dire aussi que dans ma famille, j'ai, je crois... quelques autres personnes que je ne vais pas citer ici, que certains voient d'ailleurs sur les plateaux. Hein. Je crois que Jean-Jacques Boris Billet. Voilà. Boris Billet, qui est un très grand cadre de mon parti et que vous reverrez ici très bientôt. Absolument. Donc, je crois que, d'ailleurs, quand vous regardez dans les grandes familles, ailleurs, dans les grandes démocraties, vous verrez que les uns sont démocrates, les autres sont républicains. Vous verrez que les uns sont au Parti socialiste, les autres sont chez les républicains. Donc, ce n'est pas... Et moi, je vais vous dire, je ne fais pas de la politique de manière hostile.
Je n'ai pas d'hostilité. Quand je parle même de transition, Jean-Jacques Zé, Nader Juguet, je dis que cette transition, je vous assure, du point de vue de ma vision, elle devra se faire en mutualisant les capacités des enfants du Cameroun. Ma conviction, c'est ça. Que ces enfants du Cameroun appartiennent au SDF, au RDPC, aux libérateurs, etc. Il faudra un système de gouvernance, il faudra ce temps-là au cours duquel les meilleurs esprits, parce qu'on ne va pas choisir n'importe qui non plus. En tout cas, moi je ne choisirai pas n'importe qui. Mon casting sera fait sur les enfants du Cameroun, quelle que soit leur appartenance politique. Et je crois que à partir de ce moment-là, nous pourrons ensemble travailler à reconfigurer le Cameroun, à lui donner cet élan de justice fondamentale qui me paraît absolument indispensable pour que le Cameroun puisse aller vers son miracle. D'accord. Professeur, qu'est devenu le foyisme politique? Le foyisme politique demeure. Vous m'avez entendu tout à l'heure lire ce verset, oui, qui est quand même en tout début. Et vous savez, dans tous mes livres, je commence toujours, même les livres scientifiques publiés à l'université, c'est toujours avec un verset biblique. Le foyisme politique demeure cette matrice absolument incontournable qui fera la transformation du Cameroun demain. Il est plus que jamais en œuvre. Et vous voyez bien que, d'ailleurs, l'investissement des évêques et des hommes de Dieu dans les questions politiques ces derniers temps devrait interpeller les uns et les autres, devrait nous amener à comprendre qu'en fait, oui, nous devons, celui qui bâtit la maison doit travailler à bâtir avec l'Éternel. Et qui peut bâtir avec l'Éternel sinon le foyiste? C'est le foyisme qui peut véritablement apporter à ce pays à la fois l'intégrité morale dont on a besoin pour les citoyens camerounais, l'amour du prochain dont on a besoin pour les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la puissance de production dont on a besoin pour que le Cameroun devienne un pays miracle, bien plus que la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc., bien plus que la plupart des pays émergents que nous citons parfois en exemple, pour que le Cameroun soit cité comme un exemple de démocratie aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer avec, si vous voulez, ce que j'ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais du système du parti-État. Donc il faut que nécessairement le foyisme, que les Camerounais s'en emparent de manière plus vigoureuse et plus robuste afin que les transformations souhaitables soient accomplies. Alors, le foyiste que vous êtes, si vous êtes à la tête du Cameroun les prochains mois, comment est-ce que vous réglez la question? Vous voulez dire lorsque lorsque vous serez à la tête du Cameroun, comment est-ce que vous allez régler la question des églises? On a entendu certains dire qu'il faut enfermer. Est-ce qu'il faut ouvrir? Est-ce qu'il y a une vision que vous avez par rapport à la prolifération des églises? Écoutez, ça c'est une question qui a été adressé par certains d'une certaine manière. Ça ne sera pas ma méthode. Mais je pense simplement que nous voulons créer une société de discipline. Une société organisée convenablement. Voyez-vous, vous savez, il y a dans tous les systèmes religieux, dans tous les systèmes de croyance, un bon côté et un mauvais côté. Toujours, quelle que soit la forme de culte, nous le savons tous, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc nous devons savoir aller chercher ce qui est bon. Et c'est ça que moi je veux faire. Dans le domaine de ce qui concerne les églises, et notamment les églises d'obédience pentecôtiste, les églises du réveil au Cameroun qui évidemment essaiment considérablement dans notre société, mais c'est peut-être aussi la conséquence de ce que nous avons un pays qui était peut-être aussi beaucoup dans les ténèbres. Oui, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voyez-vous? C'est un peuple qui cherche la libération. Oui, vous êtes libérateur. Oui, il y a une dimension de libération, il y a une dimension même de chasser les ténèbres. Parce que quand vous avez un environnement comme ça qui a été à ce point, je dirais, pollué par les loges, par l'occultisme, par la sorcellerie, par la magie, par toutes ces pratiques-là qui font que les gens tombent malades, meurent dans des conditions souvent inexplicables. Mais Jean-Jacques Zé, si quelqu'un peut trouver, lui, sa part de protection dans l'église, c'est tant mieux, il faut dire oui, bien sûr. Il faut donc, il ne faut pas condamner la dynamique d'expansion des églises, mais simplement ce qu'il faut faire là-dedans, un gouvernement stratège, en tout cas, mon gouvernement stratège, qu'est-ce qu'il fera? Il s'emploiera simplement à créer ce qu'on appellerait une sorte, quelque chose qui pourra ressembler à une sorte d'ordre de l'église pentecôtiste, l'église du réveil, comme une sorte de barreau. Oui. Vous voyez, parce que... Un peu comme l'église catholique et le Vatican.
peut-être pas la même forme. Peut-être pas la même sous cette forme-là, qui est beaucoup trop, je dirais, verticale. Oui. Mais une sorte d'organisme de régulation. Je ne sais pas si vous voyez un peu cela. Vous voyez un peu l'ordre des médecins. Oui. Lorsque vous levez, ou des pharmaciens. Les pharmaciens ne s'établissent pas n'importe comment. Lorsque vous venez au Cameroun, vous êtes formé, je ne sais pas, en Allemagne, ou bien dans nos écoles de pharmacie, vous voulez devenir pharmacien, eh bien, vous vous adressez d'abord à l'ordre. Et c'est l'ordre qui, généralement, va recevoir votre dossier et va travailler à vous donner la possibilité de vous installer quelque part. Ce n'est pas une installation qui soit anarchique, non. Donc, je pense que, contrairement à l'idée qui consisterait à tenter d'embastiller et d'encager cette dynamique spirituelle qui est plutôt salutaire pour le Cameroun, tout ce qu'on fera, ce sera simplement d'organiser les choses et de discipliner les choses, de manière à ce que l'ordre qui sera à la tête pour réguler toutes ces assemblées, cet ordre fera en sorte que, eh bien, cette implantation des églises soit faite de manière plus rationnelle, si vous voulez. Professeur, que représente pour vous la notion des libérateurs? Ce n'est pas divin, ce n'est pas messianique, si. Libérateur. Oui, les libérateurs, ça rappelle effectivement un certain Moïse, vous savez, Moïse, hein, dans les Écritures saintes. Hein, et d'ailleurs, la Bible est jonchée de ce concept de libérateur. Il n'a pas beaucoup réussi aussi, Moïse. Oh, que si, quand même, il a fait beaucoup de belles choses, quand même. Hein. Il n'est peut-être pas entré à Canaan, dans la terre promise, mais il a quand même fait le travail de base. Il a mis en place les fondamentaux qui ont permis que Josué et Caleb et tous les autres puissent entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Non, les libérateurs, c'est, si vous voulez, un concept qui montre que la vision est pertinente, en fait. Parce qu'en ce moment, vous voyez bien que la géopolitique de l'Afrique est essentiellement agitée par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec les États du Sahel. Les États du Sahel, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est une dynamique qui veut s'affranchir du système néocolonial français. Ils sont en marche. Ils n'ont pas encore tout réalisé. Mais manifestement, ils sont en marche. Et nous disons que le Cameroun est donc le pays gâchette. C'est donc le pays stratégique. C'est le pays le plus déterminant, le plus décisif dans ce processus d'affranchissement de l'Afrique de l'ordre néocolonial français. Et donc, du point de vue de l'orientation programmatique et idéologique, il est impératif, il est même absurde de constater que chez nous, il y a des gens qui fassent de la politique sans intégrer la dimension de libération. Parce que vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous n'avez pas la matrice, si vous n'avez pas, je dirais, la variable de libération dans votre portefeuille. L'élément de libération, c'est lui qui permet de réaliser ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Jean-Jacques Zé, sur les questions à la fois de mise en œuvre d'une monnaie camerounaise, de mettre en mouvement nos forces productives de manière massive, de créer des industries dans le secteur de l'automobile, du textile, dans tous les secteurs de la vie, etc. Il me semble que cette libération, elle a une dimension même systémique en fait, parce que c'est elle qui va agir dans tous les domaines pour faire en sorte que le Cameroun puisse être boosté vers ces horizons absolument exponentiels auxquels nous rêvons tous. Professeur, et pour sortir, la cérémonie de dédicace de votre livre le 27 mai dernier a bénéficié de la couverture médiatique de la CATV. Pas seulement. Pas seulement. Pour prendre ce cas-là. N'êtes-vous pas un opposant privilégié, professeur? C'est pas facile. D'abord, Nadège, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas un opposant. Vraiment, ce mot, je le récuse et je le rejette. Ceux-là qui veulent qu'on les appelle opposants, c'est leur problème. Qu'ils acceptent ce mot. Parce que lorsque vous êtes un praticien, quelqu'un qui fréquente la Bible, la parole de Dieu, je vous ai dit que ce n'est que Dieu seul qui va délivrer le Cameroun. L'opposant, c'est qui, Nadège? L'opposant, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. C'est Satan. Et ce n'est pas étonnant de voir certains comportements précisément dans notre arène politique, où les gens se comportent parfois comme Satan. Moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Je suis un acteur de la proposition. Et ma proposition s'adresse au peuple du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous êtes donc un acteur de la proposition. Je suis un acteur de la proposition. Je suis un proposant. Oui. Et je peux accepter le mot proposant. Je suis un acteur... Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on ne qualifie pas les acteurs du RDPC d'opposants? Ils sont aussi en opposition par rapport à ce que je préconise. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas opposants? Mais vous savez par ailleurs à quel point ce mot est galvaudé chez nous.
opposant. C'est un mot qui a une connotation extrêmement péjorative. Et je suis d'ailleurs étonné que les gens acceptent. Mais c'est davantage sa dimension, sa charge spirituelle qui, moi, me met mal à l'aise avec ce mot. Et vous avez posé la question de la couverture. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai adressé des demandes de couverture à quasiment tous les médias. Oui. Je crois que Jean-Jacques Zé peut en attester ici. Il a reçu une invitation. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médias au Cameroun que je n'ai pas invités. Je veux dire, parmi les médias les plus significatifs. Voilà. Donc, il me semble que ces invitations ont été envoyées. La CRTV Radio et Télé est venue. J'en suis très heureux. Ça montre peut-être aussi le sérieux de l'acteur. Parce que, vous savez, le sérieux politique, il se gagne. Hein. Moi, je travaille depuis... Le présentateur principal a évoqué tout à l'heure le nombre d'années pendant lesquelles pendant lesquelles j'ai travaillé, j'ai battu le pavé du terrain politique camerounais. Eh bien, je crois qu'à force de ferrailler comme ça, ils ont fini par intégrer que, finalement, peut-être que le prof Billet, là, il y a quelque chose dedans. Hein. Et donc, voilà. Il ne vous échappe d'ailleurs pas aussi que ma dédicace a été faite à l'ancien palais présidentiel, qui est devenu musée national. Donc il n'y a pas la main de chez Tabilé derrière, qui est quand même à la Non, mais non, vous savez parfaitement bien comment fonctionne votre consoeur et les journalistes. Et moi qui enseigne dans les écoles de journalisme, je suis quelqu'un qui sait que le journalisme n'a pas à se mêler des questions politiques. Elle a d'ailleurs été dans le desk politique de la radio pendant longtemps. Je respecte absolument et rigoureusement cette liberté-là. Donc, il n'y a pas... Vous l'embarrassez pas souvent? Vous l'embarrassez pas? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, quand j'adresse la demande de couverture à qui? À quelqu'un qui est rédacteur en chef au niveau de la CRTV Radio et à celui qui est rédacteur en chef du côté de la CRTV Télé. Je sais comment fonctionne une rédaction. Absolument. Je sais exactement qui toucher pour avoir... Et d'ailleurs, les gens ne m'ont pas dit pourquoi est-ce que lors de toutes mes activités, les médias sont si présents. Ils vont aussi dire que c'est parce que je suis proche des milieux médiatiques. Enfin, soyons sérieux, Nadège. Voilà, merci Nadège d'être passé par ici, d'avoir évoqué toutes ces questions, mais on en profite justement pour embrayer les partis politiques qui s'opposent au régime aujourd'hui, disent que rien n'est facile, ils ne peuvent pas organiser des meetings, ils souffrent d'interdictions à gauche et à droite, les médias publics ne couvrent pas beaucoup leurs activités, et que là, vous qui parlez de justice, ce serait des injustices. Bon, écoutez, vous savez, moi je suis quand même, vous savez, je suis sur la scène politique camerounaise depuis très longtemps quand même. Hein. Vous savez que j'ai fait mes classes aux côtés d'un certain Hubert Kamgang. Oui. Et je connais un peu les acteurs politiques du Cameroun dans leur comportement, dans leur manière de faire, etc. Je pense que, sincèrement, lorsque vous avez une attitude qui consiste à respecter les institutions de la République, même en les critiquant, hein, vous les critiquez, mais en les respectant. Je vous assure que ces acteurs, on a la chance d'avoir quelque part des acteurs aussi parfois pondérés, il faut bien le reconnaître quelque part. Moi, vraiment, je dis que depuis que je travaille dans l'arène politique camerounaise, les déclarations de manifestation que j'ai faites ici et là, dans des termes qui ont toujours été des termes respectueux des autorités, etc., n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Mais il est certain aussi que si vous développez des approches qui sont des approches belliqueuses, des approches qui sont mesquines, des approches qui sont des approches de violence, ou des approches qui parfois dissimulent des espèces d'agendas cachés pour vos activités, parce que vous savez qu'en politique, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent pouvoir capitaliser sur le rapport de force, sur la confrontation. Il y a des gens qui pensent ça. Bon, ça les engage, chacun fait la politique à sa manière. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en tous les cas. Et je ne suis pas étonné que cela soit de nature à provoquer parfois en face aussi des réactions qui soient des réactions, comment on va dire ça, des contre-réactions.
Parce qu'une un peu proportionnel. Une action appelle une réaction. Si vous venez vers moi avec un gourdin, soyez sûr que je serai aussi disposé à ramasser le gourdin s'il y en a un à côté, ou ramasser la machette qui est à côté. Voilà. Donc nous disons que l'arène politique camerounaise souffre d'injustice, très clairement. Mais croyez-moi, les questions de manifestations et de tout cela, etc., c'est pas là, véritablement, que se trouve le nœud du problème. Le nœud du problème se trouve dans la mécanique du parti-État. Les gens ne comprennent pas ça. C'est quand vous avez démantelé la mécanique du parti-État que, véritablement, vous verrez que tout le reste sera facilité par la suite. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste, Jean-Jacques Zé, Nadège Yugen, sur l'impératif, l'impérieuse nécessité de cette transition qui devrait durer 2 à 3 ans, après lesquelles, c'est-à-dire qu'on revoit toutes les règles, toutes les lois, toute la manière de fonctionner de notre État, et ensuite, on va à des élections générales, au cours desquelles, vraiment, les acteurs vont pouvoir s'affronter à armes égales. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, je suis très d'accord avec votre invité, le professeur. Premièrement, il est sincère. Deuxièmement, il est réaliste et non rêveur. Il faut de la transition au Cameroun au regard de notre contexte marqué par l'enracinement du parti au pouvoir Hervé Youdje de Douala. Merci à Hervé Youdje depuis Douala qui a envoyé ce message-là. Alors, professeur, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que pour vous, la question de la candidature est réglé, vous serez candidat à l'élection présidentielle. Vous n'attendez plus les primaires digitales? Écoutez, les primaires digitales sont encore en chantier. Ne me mettez pas en bisbille avec mes camarades de l'ATP. On n'a pas fini. Lorsqu'on a un livre programme, d'ailleurs, lorsqu'on vous entend parler, vous êtes déjà plus loin. Mais écoutez, non. Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Zé, et je veux que les Camerounais le comprennent. Vraiment, sincèrement, moi, je ne fais pas de la candidature à la présidentielle un objectif absolu. Je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par le fait d'être candidat. Je l'ai déjà été. Et je sais ce qu'est être candidat au Cameroun. J'ai accompagné Hubert Kamgang en 1997. Je l'ai accompagné en 2004. J'ai été candidat en 2011 moi-même. J'ai pas été candidat en 2018. Mais on a vu comment les choses se sont passées. Mais dites-moi, Jean-Jacques Zé, entre 2018 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Vous n'avez pas l'impression que la situation s'est aggravée? Justement, c'est la question qu'on voulait poser. La situation s'est aggravée. Qu'est-ce qui motive davantage vos candidatures pour 2025? Non, moi, ce qui motive le professeur Billet aujourd'hui, et je le dis à tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je le dis à tous les acteurs politiques, y compris ceux qui gouvernent actuellement, que nous avons impérieusement, nous devons agir avec bonne volonté, tous, pour les enfants du Cameroun. Nos enfants ont besoin que notre pays bascule vers, je dirais, une réalité qui nous permet quand même de ressembler un peu à ces pays africains dans lesquels nous voyageons de temps en temps. Moi, j'étais dans un petit pays qu'on appelle le Togo il y a quelque temps. Oui. Je vous assure que j'étais Lomé. Quand vous voyez Lomé, Jean-Jacques Zé, je vous assure qu'à Lomé, les mototaximens, il y a un tel niveau de, j'ai envie de dire, de civilisation. Je vous prends simplement un exemple. Les mototaximens s'arrêtent tous au feu. Ah oui. Ils portent tous des casques. Tous. Et ils ne portent pas plus d'une seule personne. On ne bâche pas. On ne bâche pas à Lomé et au Togo. On a vécu l'expérience. Non, mais c'est juste... Lomé. Vous voyez, mais ça c'est quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre ensemble et que nous allons mettre en œuvre ensemble. En réalité, je ne suis même plus là pour demander l'avis de quelqu'un, Jean-Jacques Zé. Moi, je vous dis simplement que, et je le dis déjà à mes camarades, la question de ça peut être un autre de mes camarades de l'ATP. Moi, j'aurais montré le chemin. Hein. Je m'en fous. J'aurais montré le chemin. Je ne fais pas de la candidature à la présidentielle une obsession. Quelqu'un d'autre peut être président. L'essentiel, c'est qu'il mette en application mes préconisations. Pourtant, ceux qui sont partis de l'ATP vous reprochent, Olivier Billet, de vous présenter comme le Messie. On a l'impression que votre projet était déjà tracé et que vous aviez juste besoin de quelques accompagnateurs. Non, pas du tout. Jean-Jacques Zé, pas du tout. Vraiment,
questionnez les personnes sincères qui sont demeurées dans l'ATP, Célestin Diamène, Florian Diana, David Awono, questionnez même des gens comme Chief Amagabdo Boari, des gens comme Jean-Pierre Djemba qui est à Paris, qui était avec nous. Non, Jean-Jacques Zé. Les gens que vous avez, avec lesquels vous avez échangé, peut-être, c'est pour l'essentiel des gens qui ont été dans le mapartisme. Tous ceux-là qui sont partis, et moi je les cite souvent nommément. Je les cite. Mais ce soir, je n'ai pas une humeur querelleuse ou batailleuse. Mon humeur aujourd'hui, elle est constructive. Donc ce n'est pas une affaire d'argent qui vous a divisé. En aucune manière. Ça n'a jamais été... Nkuvondo et Conso, on a entendu parler d'argent. Sur ce plateau, Jean-Jacques Zé, Nkuvondo avec qui on était en Afrique du Sud, Jean-Jacques Zé, il a débité des grossiers mensonges. Mais je crois que l'opinion qui nous connaît, parce que même, ne serait-ce que par sa gestuelle, il était très agité ce jour-là sur votre plateau, ça dénotait du grossier mensonge. Mais c'est grave quand, à 60 ans, on se comporte ainsi. Moi, je veux simplement dire que tout ça ne compte pas pour moi. Je vous le dis encore une fois sur ce plateau, de la manière la plus solennelle qu'il soit, je ne suis pas obsédé par la candidature à la présidentielle de 2025. Oui, j'aimerais être président du Cameroun dans des conditions correctes où je peux mettre en œuvre quelque chose qui va changer la vie de mes concitoyens. Mais je ne suis pas sûr que si les choses se passent comme on les voit encore jusqu'à maintenant, qu'il y ait une quelconque utilité à être candidat en 2025. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Hein. Donc, mais je fais mon travail de leader politique, d'éclaireur. Je montre le chemin. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être jaloux de ce que peut-être que Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelques bonnes idées et de pouvoir les exprimer de manière extrêmement claire. Et... Donc vous n'avez pas eu la bonne idée de dire au professeur Nkuvondo que vraiment appelons et tout dit. Parce que depuis on n'a jamais rien mangé qu'on nous donne pour nous. Écoutez, vous savez que quand vous m'écoutez, vous m'entendez parler, vous voyez bien que je ne suis pas de ce niveau d'acteur. Je ne suis pas quelqu'un qui se prostitue à la FECAFOOT pour, je dirais, avoir de l'argent. Non. Moi, je suis un homme politique digne. Digne. Et il faut que vraiment ce type d'acteur, je vous ai dit que 98% de la scène politique doit être balayée et mise à l'écart. On a besoin d'hommes politiques intègres, remplis de probité, remplis de valeurs, un sens éthique extrêmement élevé. Ça ne peut pas être avec ce type d'acteur. Et donc, oui, mais attendez, et puis par ailleurs, Jean-Jacques Zé, soyons sérieux. Si le professeur Olivier Billet, qui est sur la scène politique en tant que leader depuis, on va dire, c'est 2010, voilà. Enfin, je dis en tant que leader. En tant que leader. Parce que j'ai commencé dans l'opposition en 1996 avec Hubert Kamgan. Mais, je veux dire, vous avez donc en face un acteur qui, lui, a toujours été au RDPC. Parce que Nkuvondo était militant du RDPC à la base. On ne sait pas pourquoi il a quitté le RDPC pour aller se battre avec mon ami à Tangananga Ondere dans un parti qu'on appelle l'Univers, où il s'est battu avec Cabral Libi en 2018. Bref, c'est juste de la... Non, mais moi je suis quelqu'un qui est demeuré constant. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a vu naviguer ici, là, etc. Je suis demeuré constant et je reste droit dans mes bottes. Je le resterai jusqu'à la fin de mon magistère politique. On ne me verra jamais dans la petite compromission. Donc, quand quelqu'un comme ça dit ça, quelqu'un qui a été au RDPC pendant de très longues années, attendez, mais posez-vous au moins la question. Mais le Camerounais se dit, mais attendez, si Olivier Billet avait envie d'être, comment on va dire ça, de s'embourgeoiser, lui aussi. Moi d'ailleurs, je dis aux gens que je n'ai pas faim, Dieu merci. Parce qu'il me donne, à moi et ma petite famille, ce dont on a besoin pour fonctionner sobrement au quotidien. Si j'avais eu besoin de faire comme les autres, comme tous les autres qui sont allés à la Cambuse, il suffit que je fasse ça. Et Olivier Billet est en situation. Ce n'est pas moi qui avais dit que tous les bons, un très bon joueur ne peut pas manquer d'équipe. Mais vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas manquer d'équipe. Mais avec les propositions que vous avez, Olivier Billet, ce miracle camerounais, si on vous appelle, au lieu d'être candidat, on vous dit, venez avec ces propositions, qu'on les mette en œuvre en vous proposant un poste, par exemple, de ministre. Jean-Jacques Zé, ça, c'est au minimum la position de Joseph. Vous connaissez Joseph dans la Bible?
Joseph. Joseph, un certain Joseph, oui, qui avait été vendu par ses frères et qui est devenu premier ministre de Pharaon. Pas moins. Pas moins qu'une fonction d'acteur pour mettre en œuvre la transition. Parce que pour moi, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, quand je dis gouvernement de transition, c'est que c'est les enfants du Cameroun, non? Je ne suis pas intéressé par une fonction pour Olivier Billet, comme l'ont fait les Momo, et quelques autres que je ne vais pas nommer ici. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère vivre dans la dignité plutôt que d'abîmer ma carrière politique dans l'opulence. Donc, je dis simplement, et ça c'est encore un mot que j'avais déjà prononcé ici en début d'émission, je souhaite que dans mon pays, les enfants du Cameroun mutualisent leurs capacités. Tous les enfants du Cameroun, tous, pour que notre pays aille à la transition, qu'il y ait une transition qui rassemble tous les fils du Cameroun, quelle que soit leur formation politique. En tout cas, moi je suis prêt à faire ce casting-là. Je veux faire ce casting. Et je veux porter cette vision-là, parce que je sais que c'est le seul moyen de se faire sortir notre pays de là. Moi, je l'ai reçu comme une vision absolument incontournable et indispensable. Dans tous les cas, et je le dis même quelque part, ici dans mon avant-propos, excusez-moi de feuilleter d'aller rapidement à l'avant-propos, je dis simplement que... alors, car pour faire une omelette, il faut nécessairement casser des œufs. Soulignons pour finir qu'à défaut de bonnes volontés humaines, la volonté divine, elle, est déjà largement à pied d'œuvre pour susciter, à sa manière, d'abord la transition, puis le miracle au Cameroun. Donc, Jean-Jacques Zé, ce n'est plus une affaire de demander l'avis de quelqu'un. Ce n'est plus une affaire de spéculation, de conjecture, non. C'est une affaire d'un processus qui est en marche. Et il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde ceux qui sont restés à l'ATP et qui sont au cœur de ces primaires digitales, on se rend compte que personne n'a des élus et donc n'est pas représenté, y compris vous. C'est quand même une barrière difficile à franchir. S'il faut être investi par un autre parti politique ou alors rassembler les 300 signatures. Oui, en réalité, nous étions partis, parce que vous voyez bien qu'originellement, nous avions tout ce qu'il fallait. Hein. Le casting initial que moi j'avais fait avec des acteurs dont je croyais que c'était des gens respectables. Quand Nkouvendo, je l'appelle, parce que c'est moi qui l'amène à l'ATP, et je l'amène même après beaucoup d'autres, contrairement à ce qu'il raconte. Il n'a jamais été aux origines de ce projet. L'un des acteurs qui en fut à l'origine, c'est Cabral Libi. Cabral Libi est, je crois, un des tout premiers, véritablement, que j'avais véritablement mobilisé et que j'avais sollicité pour cette dynamique et qu'il avait d'ailleurs accepté avec beaucoup de joie. Malheureusement, chemin faisant, il y a eu beaucoup de bizarreries sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc, dans le casting originel, il y avait des gens qui pouvaient investir. Qui pouvaient investir, bien sûr, puisque vous imaginez bien que j'avais ça à l'esprit. Il y avait effectivement Nkouvendo, qui est, je crois, son unique conseiller municipal. Il y avait des gens comme Balaguer Nkot, qui à l'époque nous disait qu'il avait quelques possibilités au niveau de l'UPC. Avec un sénateur nommé. Voilà, bon, nommé, encore qu'il faudrait le contrôler. Et nous étions même dans le processus d'agréger, parce que si la dynamique de l'ATP, telle qu'elle avait été engagée, avait pu être maintenue, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ce n'est pas nous qui chercherions l'investiture, c'est les acteurs porteurs d'investiture qui viendraient vers nous en courant. Oui, c'est pour ça que j'ai la faiblesse de vous dire en toute sincérité que, telles que les choses sont engagées aujourd'hui, je suis un peu gêné, mal à l'aise. Des gens nous ont perdu du temps, ils nous ont fait perdre beaucoup de temps avec beaucoup de malveillance, beaucoup de bagarres et de querelles à l'intérieur de l'ATP, des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jean-Jacques Zé? Nous avons finalement pris l'option d'aller sur les 300 signatures et sur les... comment vous appelez ça? Se faire investir par quelqu'un qui aurait... Mais ça, c'est un processus qui n'est pas évident non plus. En tous les cas, nous restons au travail. Et moi, je peux vous dire que la seule chose qui, moi, me motive ces derniers mois, ce n'est pas tellement la perspective électorale,
c'est davantage la perspective d'une transition. D'abord, j'insiste là-dessus. Et j'appelle le peuple du Cameroun tout entier, du sommet jusqu'à la base, à, je dirais, à prendre très au sérieux cette prescription que j'ai mise dans notre espace public, et que je présente comme étant la vision qui m'anime et que moi j'ai reçue. Oui, humblement je le dis, que j'ai reçu de Dieu, qui sera de nature à permettre à notre pays de faire en sorte que nos enfants vivent un Cameroun quand même d'exaltation, un Cameroun différent, un Cameroun où véritablement le lait et le miel couleront abondamment. Voilà, moi, c'est la transition puis le miracle. C'est ça qui moi m'anime. Le reste là, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Merci, professeur Olivier Billet, d'être venu échanger avec nous dans le cadre de ce programme. À vous la parole. On a pris quelques minutes de temps additionnel. Le livre, il est toujours disponible. Je crois qu'aux éditions Éclosion. Éclosion. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zé. Permettez-moi une seconde. Allez-y, on vous le permet. Ma très dynamique éditrice, Christelle Noah, que je salue, vraiment m'a fait. C'est notre ancienne étudiante. Par ailleurs, oui, qui fait un très bon travail. Elle fait un travail absolument remarquable dans le secteur de l'édition actuellement au Cameroun. Et c'est quelqu'un vers qui je veux orienter la plupart des auteurs de qualité qu'on peut avoir dans le pays. Allez à Éclosion, parce que l'avenir du livre, c'est là-bas. Merci, professeur Billet, d'être passé. On vous recevra dès que possible, avec plaisir. En fonction de l'évolution du processus vers les élections. Je viens une phase décisive notamment. Vous Absolument. aurez le loisir d'échanger avec la formulation qu'on aura trouvée pour permettre maximalement aux Camerounais de vous poser des questions et à vous d'expliquer véritablement votre vision. Toute ma gratitude pour cette invitation, Jean-Jacques Zé. Merci au PDG Dieudonné Mveng et à toute l'équipe et tous les nouveaux responsables nommés ici. Absolument. Voilà, merci beaucoup. La rediffusion, c'est dimanche à 7 h, à ne pas manquer absolument, mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles au programme de la chaîne de proximité et de vivre ensemble. Très bonne soirée.